Je vous souhaite à tous bonjour, je vous remercie donc en tout cas d'assister à ce webinaire. Il est donc organisé par Ondalis et Fondis Électronique. L'objet de cette intervention, c'est donc le transfert de calibration entre un spectromètre de référence et un spectromètre Micronir. Je me présente, Anna Taxouti, en charge des spectromètres Micronir de vie à vie au sein de la société Fondis Électronique. Vous êtes équipé d'un spectromètre Micronir ou vous souhaitez en faire l'acquisition prochainement. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment ne pas perdre vos données acquises pendant de nombreuses années. Sandra Aubert m'accompagne aujourd'hui pour répondre à cette problématique. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible de couper caméra et micro pour les participants? Je vous remercie. Je te laisse la parole, Sandra. Oui, donc concernant cette journée, est-ce que tu peux mettre la slide du programme, s'il te plaît, Anna? Donc là, au niveau du PowerPoint, on voit la première slide. Merci. Donc concernant le programme de ce webinaire, donc dans un premier temps, nous allons présenter nos structures, donc la société Ondalis et la société Fondis Électronique. Anna continuera par la présentation de la gamme Micronir et je prendrai le relais par rapport au transfert de calibration. Donc l'idée, c'est de vous présenter le principe, quel type de correction existe. Donc en général, on a deux types de correction, c'est la méthode forward ou backward. Les principaux algorithmes de transfert que vous pouvez rencontrer. Et je terminerai par un cas pratique pour illustrer mes propos. Donc, à la fin de ce webinaire, on répondra aux différentes questions. Donc, vous avez un chat au niveau de Teams. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la présentation. Voilà, l'idée étant de pouvoir échanger sur cette thématique. Donc, je vais vous présenter, je vais commencer par présenter la société Ondalis. Alors, Ondalis est une société de services qui est basée à Montpellier. Nous sommes spécialisés dans l'analyse de données et plus particulièrement l'analyse de données multivariées. Donc, notre activité principale est la réalisation de prestations pour des clients. Mais en parallèle, nous organisons aussi des sessions de formation, donc d'un niveau débutant à plus avancé. Pour votre information, nous sommes certifiés Calliope. Nous vendons également des logiciels dédiés à la chimiométrie. Donc, nous sommes distributeurs des principaux acteurs dans ce domaine. Donc, nos clients sont issus de différents domaines. Alors, aujourd'hui, essentiellement de l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies, mais aussi de l'industrie chimique, de l'agroalimentaire, aussi du milieu agricole. Et on a plusieurs partenariats avec des équipementiers. Concernant les partenaires logiciels, on travaille avec les sociétés Eigenvector Research, la société Mathworks, Statiz, Aspentech et Sartorius. Et concernant nos principales thématiques qui sont abordées, on retrouve le data mining, tout ce qui est calibration spectroscopique. On travaille également sur tout ce qui est robustesse de modèles, supervision de process et plan d'expérience. Donc voilà pour la structure Ondalis. Je laisse Anna prendre la suite pour la présentation de la société Fondis et la gamme de Micronir. Merci Sandra. Donc la mission du groupe Philitech depuis 40 ans, dont Fondis Électronique et la filiale, est d'amener le laboratoire sur le terrain avec des solutions pour augmenter la productivité, améliorer la qualité, identifier les risques potentiels. Voilà pourquoi nous collaborons avec de nombreuses sociétés dans différents marchés tels que le diagnostic immobilier, le contrôle des matières, la sécurité et le laboratoire. Nous sommes fabricants et distributeurs d'une large gamme de spectromètres portables dotés de technologies telles que le Raman, la fluorescence X et le proche infrarouge. Il est à noter que nos équipes techniques réalisent l'installation des équipements, la formation des utilisateurs, ainsi que la maintenance sur site ou en vos locaux. Au sein du pôle laboratoire, nous disposons d'une gamme d'instruments de mesure pour répondre aux besoins des industries pharmaceutiques, chimiques, cosmétiques et agroalimentaires. C'est-à-dire, nous sommes présents dès la réception des matières premières
au contrôle des procédés en ligne, à la validation des eaux de nettoyage, jusqu'à la vérification du produit fini. Identifier et quantifier telle ou telle matière est possible avec le spectromètre proche infrarouge de Viavi. Ainsi, vous pourrez transposer l'analyse de la paillasse au terrain ou changer de spectromètre en ligne avec un de nos spectromètres Micronir. Vous êtes nombreux à être équipés de l'une de nos solutions et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, voici une présentation. Les spectromètres Micronir sont dotés de 2 lampes en tungstène intégrées sous vide pour exciter votre échantillon. Puis la lumière réfléchie est séparée par un filtre linéaire en fonction des longueurs d'onde qui seront captées par le détecteur de photodiode InGaAs à 128 pixels. Ainsi, les Micronirs se caractérisent par une gamme spectrale comprise entre 950 et 1650 nanomètres, avec une résolution de 6,2 nanomètres et un rapport de signal sur bruit inférieur à 25 000. Les Micronirs de Viavi sont uniques sur le marché pour de nombreuses raisons, notamment aux différentes ergonomies et accessoires qu'ils proposent pour répondre aux besoins qui sont pour le terrain et la production. Pour le terrain, le Micronir OneSight-W s'adapte à vos besoins pour une mesure directe dans les champs, en réception ou autre, pour réaliser des mesures telles que l'identification de matières premières à réception, le contrôle des plastiques, les analyses physico-chimiques de vos produits ou encore le suivi des plantes au champ. Vous trouverez forcément un accessoire adapté à vos échantillons, qu'il soit liquide ou solide. En production, le PATW est unique sur le marché. C'est le seul spectromètre NIR qui s'adapte à un mélange de 1 kg ou de 100 kg. De plus, il ne nécessite aucune analyse laboratoire pour définir la fin du mélange de vos poudres. Il est à noter que le PATW ainsi que les autres spectromètres en ligne que je vais vous présenter existent en version ATEX. Le PATU, quant à lui, ne ressemble pas à ses concurrents. Avec ses moins de 400 grammes, c'est le seul spectromètre que vous pourrez mettre dans votre poche lors d'une montée en échelle. Donc, au laboratoire, vous pourrez l'installer facilement sous la paillasse. Et le design de cet appareil va être facilité notamment pour son installation au niveau de vos lignes. Vous n'aurez pas de contraintes, on va dire, physiques par rapport à avoir la taille d'un spectromètre proche infrarouge ou des contraintes qui sont liées à l'installation et au remplacement régulier des fibres optiques. Je vais finir avec le tout dernier né, donc peut-être que tout le monde ne le connaît pas encore, c'est le PATL. Il complète la gamme. Il a été conçu pour la production, notamment pour les analyses en transmission de vos échantillons liquides. Il est à noter qu'il est conçu sur mesure à vos besoins, pour répondre à vos conditions opératoires, telles que le couple température-pression, selon la viscosité de vos produits pour définir le chemin optique, avec ou sans bride, selon vos installations. Donc, si vous avez des questions concernant un de ces spectromètres, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai après l'intervention de Sandra, qui va expliquer les différentes méthodes qui existent pour réaliser le transfert de vos modèles de calibration. Donc, concernant le programme de ce webinaire, dans un premier temps, nous allons évoquer le principe du transfert de calibration. Puis nous parlerons du sens dans lequel faire une correction de transfert. Donc, on a une correction qu'on va appeler forward ou une correction de type backward. Je vous présenterai par la suite les principaux algorithmes de transfert, parmi lesquels les modèles exhaustifs, la correction biais-pente, le centrage local, la correction optique, et je terminerai par l'orthogonalisation. Puis, je passerai à un cas pratique pour illustrer mes propos. Concernant le principe du transfert de calibration. Alors, avant de parler de transférabilité, nous allons évoquer la notion de robustesse. Qu'est-ce que la robustesse d'un modèle? Donc, la robustesse, c'est la capacité qu'a un modèle à généraliser au-delà des données d'étalonnage. Donc, ça veut dire qu'un modèle qui n'est pas robuste peut entraîner des dégradations de performance lors de son utilisation à cause de l'apparition de facteurs influents non modélisés.
La différence entre les réponses donc, de deux instruments est un cas particulier d'un problème de robustesse. Donc, si nous regardons ici les différents schémas, tout en haut, on a l'étalonnage. Donc, l'étalonnage, pour construire un modèle, nous avons besoin de données spectroscopiques auxquelles nous allons associer des valeurs de référence. Une fois que le modèle est développé, nous allons pouvoir l'appliquer en routine sur de nouveaux spectres, de nouveaux échantillons, et nous allons obtenir des prédictions. Donc, le Y, accent circonflexe. Cependant, si lors de son utilisation, une nouvelle source de variabilité apparaît, et surtout une source de variabilité qui n'a pas été intégrée au modèle apparaît, une fois qu'on applique le modèle, on retrouve la prédiction auquel on va associer du coup une erreur supplémentaire. Donc le problème de robustesse vient vraiment du fait qu'une source de variabilité à un moment donné n'a pas été intégrée à la modélisation. Alors, quand on parle de transférabilité, donc il s'agit effectivement d'un problème de robustesse. Pour avoir une démarche pertinente, la plupart du temps, nous sommes amenés à utiliser ce que l'on appelle un jeu de standardisation. Alors, un jeu de standardisation, c'est un ensemble d'échantillons pour lequel chaque échantillon est mesuré dans les différentes conditions de perturbation. Donc, quand on parle de transférabilité, de transfert de calibration, la condition de perturbation, c'est l'effet instrument. Mais vous pouvez très bien avoir des conditions de perturbation autres, par exemple, comme la température. Alors, ce qui est très important, c'est de bien sélectionner les échantillons qui vont servir à ce jeu de standardisation, car le jeu de standardisation va nous aider à réaliser la transférabilité. Alors, quel type d'échantillon choisir pour le jeu de standardisation? En général, on utilise plutôt des échantillons du produit mesuré. Ce qui est très important, c'est que la gamme d'absorbance couvre vraiment la gamme attendue. Il faut que les échantillons que vous sélectionnez soient vraiment représentatifs, des données que vous allez après avoir en routine. Donc, si vous disposez d'une base historique, afin d'identifier les échantillons qui sont les plus représentatifs, vous pouvez très bien utiliser des méthodes chimiométriques basées sur les distances. Alors, la première, pour ceux peut-être qui connaissent, c'est la méthode de Kenard-Stone. Donc, c'est une méthode qui est très pertinente pour la standardisation car elle va aller extraire les cas échantillons les plus représentatifs dans la base existante. Attention cependant, comme on va chercher en gros des échantillons plutôt extrêmes, il faut éviter d'avoir des échantillons outliers dans votre base de données. Donc, en amont de la sélection des données, assurez-vous que votre base est bien nettoyée. Autre méthode que l'on peut utiliser, c'est la méthode duplex. Alors elle, contrairement à Kenard-Stone, elle va générer deux bases représentatives directement. Donc en général, c'est plutôt une méthode qu'on utilise pour le partage de données en étalonnage et en validation. Donc, ce qui est un petit peu embêtant pour la standardisation, c'est que des échantillons extrêmes vont se retrouver à la fois en étalonnage et dans le set de validation. Donc, à choisir, c'est d'utiliser plutôt la méthode de Kenard-Stone. Donc, au niveau des techniques de transfert, la transférabilité peut se faire selon deux sens. Alors, on va parler de méthode forward ou backward. Donc avant d'évoquer ces deux thématiques, je vais faire un focus sur les notations que je vais utiliser au cours de ce webinaire. Donc, l'instrument 1, au niveau des slides, ce sera toujours l'instrument qu'on va appeler de référence. L'instrument 2, c'est l'instrument qu'on va souhaiter corriger. OK? Donc voilà, donc au niveau des corrections optiques, on peut avoir une correction qu'on va appeler forward. Alors, dans ce cas précis, les spectres de l'instrument 2 sont corrigés de façon à pouvoir utiliser le modèle déjà en place sur l'instrument 1. Dans la méthode backward, cette fois, c'est les spectres de l'instrument 1 qui sont corrigés et en particulier la base d'étalonnage, de façon à reconstruire un modèle adapté à l'instrument 2. Donc, ça veut dire qu'on développe un modèle toujours à partir des données de l'instrument 1, mais qui ont été transformées au format de l'instrument 2. Donc, quand vous utilisez ce type de méthode, c'est quand même toujours pertinent par la suite d'ajouter de vraies données qui ont été mesurées sur l'instrument 2.
Alors pourquoi? Parce que cette technique va vraiment permettre souvent d'améliorer la transférabilité et le modèle qui va être, développé. Donc gardez en tête qu'une correction, n'est jamais parfaite, hein. Alors, on va passer maintenant aux principaux algorithmes de transfert. Donc, le premier algorithme donc concerne tout ce qui est, modèle exhaustif. Alors, dans ce cas particulier, en fait, on ne va pas utiliser le jeu de standardisation, on va vraiment travailler directement sur les données des différents instruments. Donc sur le schéma, vous voyez en bas à gauche, la base d'étalonnage, donc xcal, ycal, qui a été mesurée sur l'instrument 1. En parallèle de ça, on a aussi fait des mesures, spectroscopiques sur l'instrument 2, donc c'est la matrice X2, auquel on a associé des valeurs de référence. Et pour construire un modèle, on va vraiment associer, les 2 bases, on va les fusionner et on va construire un modèle qui va intégrer la source de variabilité qui est, l'effet appareil. Donc là, le modèle qui va être développé pourra être utilisé à la fois sur l'instrument 1 et sur l'instrument 2. Donc on intègre la variabilité dans la base d'étalonnage et ensuite on développe le modèle. Autre type de correction que l'on peut rencontrer, c'est la correction de biais et pente. Alors dans ce cas précis, la base d'étalonnage est mesurée sur l'instrument 1. On développe le modèle, donc à partir de ces données. Et en parallèle de ça, donc des échantillons sont également mesurés sur l'instrument 2. Alors, on réalise, des mesures spectroscopiques et aussi des valeurs de référence et on applique le modèle développé sur l'instrument 1 sur les spectres de l'instrument 2, donc sur la matrice X2. On obtient des prédictions et ce qui va se passer, c'est qu'on va comparer ces prédictions aux valeurs de référence des échantillons mesurés sur l'appareil 2, donc c'est-à-dire Y2. À partir de cette comparaison, on va en déduire une équation, du modèle biais-pente qui va être appliquée sur les prédictions. Donc là, il s'agit quelque part d'une correction un petit peu artificielle, dans le sens où on corrige finalement les prédictions obtenues. Donc on joue vraiment sur, les résultats et on ne touche pas aux données, spectroscopiques. Alors, juste une remarque, c'est vrai que dans les outils que vous pouvez, rencontrer, on a cette notion de biais et pente. Donc faites quand même attention à la correction de pente qui peut avoir, très rapidement un impact assez important sur vos résultats. Si vous le pouvez, l'idéal, c'est plutôt de se contenter de faire une correction de biais. Donc troisième possibilité, c'est le centrage local. Donc comme précédemment, la base d'étalonnage est construite sur l'instrument 1, à partir duquel, nous allons construire le modèle, de calibration. En parallèle, un jeu de standardisation a été, déterminé. Donc comme vu, lors de cette slide consacrée au jeu de standardisation, on va vraiment sélectionner des échantillons pertinents par rapport à la matrice que l'on souhaite analyser. Ces échantillons sont analysés sur l'instrument 1 et sur l'instrument 2. Et donc, à partir de ces mesures, on va pouvoir calculer une moyenne spectrale. Donc là, on fait la moyenne des spectres de la matrice 1 et la moyenne des spectres de la matrice 2. Et grâce à ces deux moyennes, on va pouvoir corriger les spectres de l'instrument 2. Alors en fait, cette correction, c'est surtout une correction d'offset. Donc là, quand on se retrouve avec des spectres X2 étoiles, donc qui finalement sont des spectres corrigés. Donc là, contrairement à biais-pente, on ne joue pas sur les résultats, mais on joue directement sur les données spectroscopiques. Donc l'idée, c'est qu'à partir de ces spectres corrigés, on va pouvoir y appliquer le modèle développé sur l'instrument 1 et obtenir directement la prédiction associée. Voilà. Donc, alors le centrage local, dans tout ce qui est méthode de transfert, ça reste le premier niveau, c'est la méthode la plus basique, on va dire, mais voilà, qui peut aussi très bien fonctionner. Donc, au-delà de la méthode de centrage local, on a aussi tout ce qui est correction optique. Alors, la correction optique, le principe, c'est que la correction des spectres d'un instrument, donc l'instrument 2,
va être réalisé de façon à ce qu'il ressemble au spectre d'un instrument de référence qu'on va appeler l'instrument 1. Donc, parmi ces méthodes, on va retrouver donc la méthode DS, donc Direct Standardization, et la méthode PDS, donc la Piecewise Direct Standardization. Donc, au niveau de ces modèles avec, pardon, de ces méthodes avec correction optique, en fait, il y a des modèles qui vont être calculés où chaque longueur d'onde I de l'instrument 1 va être estimée à partir d'une ou plusieurs longueurs d'onde de l'instrument 2. Donc, on a P modèles qui vont être construits, donc un par longueur d'onde. En général, c'est une méthode PLS ou PCR. Donc, l'idée, c'est que une fois qu'on a développé donc, ces différents modèles, on va définir une matrice de transfert qui va être appliquée au spectre de l'instrument 2. Et donc, le modèle d'étalonnage de l'instrument de référence va pouvoir être appliqué directement à ces spectres corrigés. Donc, si je schématise mes propos, donc on retrouve en bas à gauche toujours notre base d'étalonnage mesurée sur l'instrument 1. En parallèle de ça, on a le jeu de standardisation qui a été défini sur les deux appareils. Et c'est à partir de ce jeu de standardisation qu'on va calculer un modèle de correction optique. Donc, une fois que ce modèle est défini, on va corriger les spectres de l'instrument 2, donc c'est le X2 étoile, sur lesquels nous allons pouvoir appliquer directement le modèle développé sur l'instrument 1 et obtenir du coup les prédictions associées. Donc, juste une remarque, alors lors de ce webinaire, je ne détaillerai pas plus la méthode DS et PDS. Néanmoins, donc juste une remarque, c'est qu'au niveau des deux méthodes, la méthode Direct Standardization, elle s'applique sur le fait que chaque longueur d'onde I de l'instrument 1 va être modélisée par contre à partir de toutes les longueurs d'onde de l'instrument numéro 2. D'accord? Et par contre, la méthode PDS, elle va être modélisée à partir d'une fenêtre de longueur d'onde de l'instrument numéro 2. Donc, en général, c'est vrai que la méthode PDS permet d'éviter, on va dire, le surapprentissage par rapport à la méthode DS. Donc, dernière méthode que je vais évoquer lors de ce webinaire, c'est la méthode d'orthogonalisation. Donc, alors c'est une méthode, on va dire, un peu plus, oui, qui diffère des autres. Pourquoi? Parce que dans ce cas précis, on va plutôt travailler sur la base d'étalonnage. D'accord? Donc, l'objectif, ça va être de s'affranchir de la perturbation. Alors, nous, la perturbation dans le cadre du transfert, c'est le fait d'avoir différents instruments avec différentes réponses. Et l'idée, c'est que le modèle devienne indépendant à la présence ou non de cette perturbation. Donc, dans les étapes de l'orthogonalisation, l'idée, ça va être, dans un premier temps, d'estimer la perturbation, de la modéliser par une analyse en composantes principales sur K composantes et d'orthogonaliser la base d'étalonnage par rapport à ces K composantes. Donc, l'idée, c'est qu'ensuite, une fois que la base de données est orthogonalisée, on va pouvoir reconstruire le modèle. Alors là où il faut faire très attention, comme vous le voyez dans les différentes étapes, le point qui peut être critique, c'est la définition de l'analyse en composantes principales. Donc, il faut bien sûr éviter le surapprentissage, donc de prendre trop de composantes, c'est-à-dire à un moment donné de modéliser du bruit. Voilà, donc là, c'est le point un petit peu délicat. Il existe différentes méthodes d'orthogonalisation, telles que PO, TOP, EROS et DOP. Alors, le principe est le même. Par contre, elles diffèrent sur l'étape numéro 1, c'est-à-dire sur la façon d'estimer la perturbation. Autre remarque, ces méthodes d'orthogonalisation ne sont pas aujourd'hui disponibles dans les logiciels commerciaux. Voilà. Donc, au niveau du schéma, donc on a toujours notre base d'étalonnage de l'instrument 1, donc avec les données spectroscopiques. On a le fameux jeu de standardisation qui est défini et à partir duquel on va déterminer une matrice des différences. Donc, grâce à cette matrice des différences, on va pouvoir modéliser la perturbation avec une analyse en composantes principales. Une fois que la perturbation est modélisée, on va pouvoir appliquer cette correction sur la base d'étalonnage. On va orthogonaliser la base d'étalonnage.
et plus particulièrement en fait les données spectroscopiques. Donc là, vous avez le calcul juste en dessous. Et une fois que les spectres ont été orthogonalisés, on va pouvoir de nouveau associer les valeurs de référence pour calculer un modèle d'étalonnage. Donc ce modèle est robuste à l'influence des instruments. On a gommé cet effet-là au niveau de la base de données et le modèle devient insensible à la perturbation instrument. Donc on peut l'appliquer directement sur les appareils 1 et 2. Donc voilà au niveau des différents modèles. Donc, une fois que voilà, on a vu les différents algorithmes, nous allons pouvoir passer au cas pratique. Donc, le cas pratique, c'est une étude que nous avons menée avec le bureau interprofessionnel de la prune sur la caractérisation de la maturité des prunes au verger. Donc, le contexte, c'est que le BIP suit la maturité des prunes de Dante à partir du taux de sucre. Et donc, pour gagner en efficacité, le BIP s'est doté d'un spectromètre proche infrarouge de Bayes avec lequel il a développé un modèle pour la teneur en sucre. Une fois que cette étape a été réalisée, le BIP a décidé de gagner en efficacité en allant directement au verger pour faire ses mesures et donc a décidé d'investir dans un spectromètre portable. Donc l'objectif de l'étude, finalement, c'était de réaliser un transfert de calibration entre les instruments de marques et de gammes différentes dans l'optique vraiment de conserver la base de données historique qui avait été mesurée sur le spectromètre de Payas. Donc, au niveau des données qui sont à notre disposition, donc on a un spectromètre ASD LabSpec 4. Donc ça, c'est vraiment l'appareil de laboratoire. On a une gamme spectrale qui va de 350 à 2500 nanomètres avec une partie visible et proche infrarouge. Les spectres sont en réflectance avec un pas de 1 nanomètre. Les données ont été mesurées entre 2013 et 2016. On a 5600 spectres qui ont été collectés, donc d'où vraiment l'intérêt de conserver cette base, parce qu'effectivement, la base de données, c'est quand même assez long à mettre en place, surtout pour aussi intégrer toutes les variabilités qu'on peut avoir sur un produit. Une fois que ces collectes ont été faites, le BIP a développé un modèle de prédiction pour le sucre. Et donc, en 2016, donc le BIP s'est doté d'un spectromètre Micronears on-site, donc alors avec une gamme spectrale restreinte qui va de 800 à 1676 nanomètres. Les spectres ont été mesurés en absorbance avec un pas de 6 nanomètres. Et par contre, en année de collecte, donc pour l'étude, l'année c'était, on avait une année de mesure sur 2016. Donc, la méthodologie qui a été réalisée, donc déjà, dans un premier temps, elle a été réalisée sur le logiciel Unscrambler, donc qui est un logiciel quand même avancé de chimiométrie. Donc, première étape, ça a été de convertir les données de l'ASD LabSpect de la réflectance en absorbance. On a coupé la gamme pour vraiment conserver la gamme spectrale commune aux deux appareils, c'est-à-dire entre 800 et 1676 nanomètres. On a réalisé une interpolation pour recaler les longueurs d'onde et le pas. Et une fois que ça a été fait, donc on a pu tester différentes méthodes de transfert de spectres. Alors l'idée là, c'était vraiment de convertir les spectres de l'ASD au format Micronear. Donc on a testé plusieurs algorithmes, dont le centrage local, la méthode PDS, la corrélation entre les longueurs d'onde. Et finalement, les meilleurs résultats ont été obtenus avec le centrage local. Donc là, encore une fois, c'est un cas pratique. Si demain, vous souhaitez faire de la transférabilité sur vos données, il faudra tester les différents algorithmes pour trouver celui qui marche le mieux. Une fois que la base ASD a été convertie, on a ajouté dans la base de vrais échantillons issus du Micronear pour toujours améliorer la modélisation. Et nous avons redéveloppé les modèles avec cette base à la fois convertie avec de nouveaux échantillons. Donc là, vous pouvez retrouver sur cette slide comment les spectres LabSpec ont été transférés. Donc voilà l'allure qu'ils ont une fois que ça a été réalisé.
À votre droite, vous avez les spectres du Micronir. Et donc, l'idée du transfert, c'était surtout de ne pas perdre en performance. Donc, bien sûr, il est important de penser à comparer les différents modèles. Et donc, les deux modèles sont quand même très comparables. Donc, entre le labo et le portable, on n'a pas vraiment perdu au niveau de l'erreur de prédiction. Donc, les bénéfices de ce transfert, ça a été de conserver cette base historique avec, cette base quand même assez importante, d'avoir une performance qui est conservée et les perspectives du BIP étaient, voilà, d'équiper tous les techniciens pour le suivi de la maturité, bon, avec la facilité, hein, de l'appareil portable et de créer, un réseau avec le BIP, comme support. Donc, si jamais vous souhaitez avoir cette étude de façon plus détaillée, vous pouvez aller sur notre site internet, aller dans la partie cas d'application pratique sur l'onglet coin scientifique et ça correspondra à transfert de calibration interspectromètre. Donc là, nous avons rédigé voilà, une étude de cas très complète, donc il suffit de nous la demander. Et je vous recommande aussi de regarder la mise à jour de modèles par orthogonalisation avec la méthode DOP que nous avons menée en partenariat avec la société Arkema. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Sandra. Alors du coup, avant de clôturer ce webinaire, je voulais faire quelques petites recommandations tout simplement. Donc, pour résumer, pour faire un transfert de calibration, on va avoir besoin de ressources, notamment les calibrations originales du spectromètre de référence, un set d'échantillons, si on n'en a pas beaucoup, au moins 20 à 30 échantillons. Et ainsi, on va pouvoir faire l'acquisition de ces échantillons sur les deux spectromètres, donc le spectromètre de référence et le Micronir. Il faudra par contre appliquer un protocole analytique identique. Il est à noter que pour les données avec le Micronir, l'analyse de référence est fortement conseillée pour améliorer la fiabilité du modèle. Les points critiques sont: les échantillons doivent être représentatifs de la gamme de la population concernée et les spectres doivent être acquis dans les mêmes conditions qu'avec le spectromètre de référence. Donc il faut faire attention à l'échantillonnage, au temps d'acquisition, au pré-traitement, conditions laboratoires, au nombre de réplicats. Toutes ces petites choses auxquelles il faut vraiment reproduire à l'identique. Notre dernière recommandation sera de ne pas oublier d'enrichir votre modèle avec des spectres réalisés avec le Micronir sur le terrain, notamment pour tenir compte si vous avez un nouvel accessoire qui sera plus adéquat que celui utilisé pour le laboratoire, mais aussi pour tenir compte des conditions extérieures, la météo, la luminosité, l'humidité. Nous espérons que suite à ce webinaire, vous avez pu répondre à vos interrogations sur le transfert de calibration et maintenant on va pouvoir répondre à vos questions.